donc pour la deuxième partie de cette émission, Quantique Planète, Thomas Allen, La conspiration des anges, volume 1, Les contrôleurs, qui est le tome 1. Bon, pour l'instant, il y a deux volumes, 4 tomes et 2 volumes, c'est ça? C'est ça, pour le moment, il y a 2 volumes et 4 tomes, et un volume et donc 2 tomes sont à venir. Il y aura 6 tomes au total. Voilà. Donc voilà, la saga, La conspiration des anges, roman initiatique. À la fin de la première vidéo, je posais la question à Thomas Allen de resituer un petit peu finalement la manière dont la planète Terre a été colonisée et en même temps comment l'être humain est arrivé au regard des différents mythes fondateurs de l'humanité. Thomas, on va garder le pseudo. Thomas Allen, vous nous aviez mentionné le fait que ce n'était peut-être pas tant l'existence d'entités biologiques qui s'affrontaient, même si elle est commune à tous les mythes fondateurs. Dans ce cas-là, je suis très étonné de ces 2 frères qui s'affrontent et de la réincarnation de l'un d'entre eux. Et en même temps, ce que je trouve interpellant, puisqu'on parlait de Zecharia Sitchin, c'est qu'effectivement, la Terre serait les restes de peut-être ces grands parties cosmiques où des planètes se sont rentrées les unes dans les autres et auraient créé notamment la Terre telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, qui serait justement la réincarnation de, je sais pas, soit Tiamat ou de quelques morceaux de planètes qui auraient pu être Nibiru ou Malkuth ou quelques noms qu'on pouvait lui porter auparavant. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu sur ces mythes fondateurs et de faire la distinction encore une fois sur Lucifer et puis Satan, ce qui est fondamental au regard de ce qu'on peut voir circuler sur le net à l'heure actuelle, et comment tu en fais la distinction entre Lucifer et Satan. Alors ça fait beaucoup. Beaucoup, hein, voilà, ouais, je sais bien. Voilà, il va falloir un petit peu procéder par étapes. Alors c'est vrai que la première chose qui est importante, c'est la confusion qu'on a fait souvent entre la guerre céleste des dieux avec des personnages ou des personnalités physiques qui s'affrontaient par l'intermédiaire de chars célestes pour pouvoir finalement obtenir la suprématie sur l'autre camp. On voit ça dans beaucoup de mythologies antiques, notamment chez les Grecs, mais aussi chez les Indiens. On le sait aussi dans le milieu du Proche-Orient. Et en fait, un chercheur russe, Immanuel Velikovsky, pour le citer, à travers un ouvrage célèbre qui est Monde en collusion, a montré que justement ces guerres donc de Dieu correspondaient à des catastrophes géologiques, voire même astronomiques, et que finalement ces dieux en réalité étaient des planètes qui devaient probablement s'entrechoquer à la suite de catastrophes astronomiques qu'on a pu retrouver d'un point de vue purement physique, avec une meilleure connaissance du système solaire. Et c'est ce que reprend d'ailleurs la mythologie sumérienne dont Zecharia Sitchin nous a un petit peu ouvert la porte. Même s'il est très controversé, il faut voir que d'autres finalement plus dogmatiques, plus universitaires, comme Samuel Noah Kramer, en fait, sont allés un petit peu aussi dans la même direction. Donc, c'est notre système solaire, il est né de façon tout à fait maintenant communément plus ou moins admise, à savoir qu'après que ces planètes ont été le résultat d'éjecta de notre Soleil et que leurs positions ont été très stables sur ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, pour pouvoir justifier le comportement de certaines de ces planètes, dont Vénus qui a un sens rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne en sens inverse des autres planètes, et également pour justifier que l'axe de rotation de beaucoup d'entre elles n'était pas orthogonal au plan de l'écliptique, ce qui est normalement la résultante de la formation perpendiculaire donc au plan de l'écliptique, c'est-à-dire que l'axe de rotation des planètes du système solaire devrait être normalement parallèle à l'axe de rotation du Soleil.
sauf que beaucoup de nos planètes, effectivement, ne fonctionnent pas ainsi, dont la Terre, puisqu'elle a un angle de 23 degrés environ par rapport donc par rapport à l'orthogonale au plan de l'écliptique, donc par rapport, on va dire en gros, à l'axe de rotation du Soleil. Et Uranus, pour le coup... Et Uranus, c'est encore pire, elle a un angle qui est pratiquement égal à 90 degrés, donc son axe de rotation est pratiquement à l'horizontale. Donc tout ça peut se justifier s'il y a eu des intrusions cométaires dans le système solaire pour perturber un petit peu toutes ces planètes, ce qu'a pu donc montrer Velikovsky dans les années 50. Vous n'en parlez pas, cependant, dans la conspiration des anges. J'en parle un petit peu. De Velikovsky De Velikovsky, non. Ouais. Mais j'en parle peut-être pas de lui, c'est vrai. Mais en tout cas, je laisse entendre, à travers la mythologie sumérienne, des événements que Velikovsky a repris. Alors c'est vrai que peut-être j'aurais dû lui consacrer un petit paragraphe pour le citer, mais vous avez raison, je ne l'ai pas fait. C'est peut-être une lacune, donc je la comble ici même, puisque une partie des textes sumériens, évidemment, reprennent, mais antérieurement, ce que Velikovsky lui-même avait proposé dans son ouvrage célèbre Au monde en collision. Donc, ces textes sumériens, effectivement, expliquent que le système solaire a dû capter un corps cométaire qui a bouleversé un petit peu le système solaire, et que ce corps cométaire s'est ensuite mis en rotation, évidemment autour de l'astre solaire, mais avec une orbite qui était en dehors du plan de l'écliptique. Et que par la suite, l'une de ces lunes aurait heurté une planète qui orbitait à l'époque entre Mars et Jupiter. Et que cette planète, et les anciens l'ont appelée Tiamat, et ce choc planétaire, finalement, a scindé en deux cette planète. Une partie très fragmentée a donné naissance à la ceinture des astéroïdes, et l'autre aurait évidemment changé d'orbite et aurait récupéré l'orbite de Vénus, qui était peut-être habitée, je ne sais pas, en tout cas, pouvait présenter les caractéristiques de la vie organique pour se rapprocher du Soleil. Et la Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, serait donc une moitié de Tiamat. Et notre Lune aurait pu résulter également de ce choc planétaire. Donc, alors, il y a aussi certaines caractéristiques, si tel est le cas. On sait que, comme vous l'avez mentionné, que la Terre a un équateur penché, et en même temps de constater que la Lune est à une distance spécifique entre la Terre et le Soleil, et a aussi un diamètre bien particulier, et que la Lune, curieusement, tourne sur elle-même, mais qu'à chaque fois qu'on la regarde, nous présente toujours la même face. Tout à fait. Ce qui paraît... Alors ça, c'est un miracle de la mécanique céleste. Alors on ne se l'explique pas, il n'y a pas de raison particulière pour laquelle sa vitesse de rotation est égale sa vitesse de révolution. C'est-à-dire qu'elle met le même temps pour tourner sur elle-même qu'elle le met pour tourner autour de la Terre. Donc effectivement, dans ces conditions, elle présente la même face. Alors il y en a qui ont imaginé qu'ainsi, ce serait la preuve que la Lune serait un astre artificiel et non pas un satellite naturel. Mais bon, là-dessus, il m'est difficile de me prononcer. Seuls nos astronautes américains qui ont posé le pied sur la Lune pourraient s'en exprimer. Et en même temps, voilà. du diamètre de la Lune, quand elle se présente devant le Soleil... Voilà, on a une éclipse parfaite, ouais. Et qui a permis aussi de valider justement la théorie de la relativité d'Einstein. Sans une éclipse totale, on aurait eu du mal à observer la couronne solaire, qui a été finalement la démonstration physique et observable de la relativité générale, qui montre que finalement la lumière est influencée par la gravité. Et je crois me souvenir, et je ne voudrais pas dire de bêtises, que dans le cadre du film de Patrice Pouillard avec Jacques Grimaud, La révélation des pyramides, la distance Terre-Lune et Lune-Soleil est d'une certaine manière mis en rapport avec la géométrie sacrée. Alors je ne sais plus exactement. C'est que le rapport correspond au nombre d'or. Voilà, 1,618, voilà, c'est peut-être aussi une coïncidence, je n'en sais rien, il y en a beaucoup. Et puis il y en a une autre qu'on a oublié de mentionner, c'est que lorsque la vie est apparue sur la Terre, elle est apparue dans les océans, mais elle est apparue ponctuellement. Donc il fallait quand même qu'elle puisse se répandre à la surface de la Terre, qui à l'époque était purement aquatique. Or, ce n'était pas possible. Il aurait fallu agiter la Terre
comment créer des remous. Autrement dit, le premier chimiste venu saura très bien. Voilà, il fallait provoquer des mouvements d'agitation conséquents. Or, il n'y avait pas cette possibilité. Et que s'est-il passé? Eh bien, c'est la Lune qui a provoqué cette agitation par son éloignement. Ouais. Et son éloignement, parce que c'est un éjectat de la Terre, la Lune, suite à cette catastrophe astronomique, et en s'éloignant, elle a provoqué donc des mécanismes gravitationnels qui ont remué et agité tous ces océans, qui ont pu permettre à la vie de se développer, ou en tout cas de se diluer à la surface du globe. Et elle a trouvé la bonne position pour pouvoir permettre à la vie de pouvoir continuer à se développer. C'est-à-dire qu'en allant plus loin, eh bien, l'effet gravitationnel n'aurait pas permis cette espèce de mouvement de marée permettant aux premières souches constituant les biotopes de se répandre à la surface de notre globe. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de coïncidences. Voilà. Ouais, cet aspect biologique, il est très peu soulevé. Ouais. Mais on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est quand même quelque chose de relativement récent, de l'importance de l'effet gravitationnel de la Lune sur la répartition de la vie sur la Terre. Alors, plusieurs choses. Déjà, d'une part, ça renvoie à certains travaux, puisqu'on a parlé de Zecharia Sitchin, de celui qui a écrit une saga aussi dans la même veine de traduction de tablettes sumériennes que vous énoncez rapidement dans votre livre, le premier je crois, oui. Qui est Anton Parks. Bien entendu, votre avis là-dessus? Disons que j'ai un petit peu apprécié son premier ouvrage, je crois que c'était Le secret des étoiles sombres de mémoire, donc il reprenait quand même une mythologie qui était assez proche, et puis ensuite, j'ai trouvé qu'il s'éloignait un petit peu de la thématique sumérienne en se rapprochant d'une forme de space opéra. Donc j'ai pas trop adhéré après à cette divergence, voilà. Donc j'en resterai là sur ma critique personnelle, mais ça n'implique que moi, tout à fait. Donc, en même temps, on pourrait parler de saga à travers la conspiration des anges, puisque on en revient peut-être de ces dieux qui auraient créé l'espèce humaine, entre donc le père Anu, qui est là pour représenter les Anunnaki sur Terre et faire en sorte que... alors, peut-être qu'on pourrait les présenter par rapport à la manière dont ils sont ordonnés d'un point de vue social. C'est sous système de caste. Il y a une partie qui est royale. C'est vraiment donc dans une vision pyramidale. Donc tout ce qui a trait autour de la royauté avec les descendants. Et puis il y a les ouvriers, il y a les guerriers, tout simplement. Et ces Anunnaki sont amenés à extraire l'or dans certaines mines, notamment d'Afrique. Et le labeur est tellement difficile qu'ils décident de créer l'espèce humaine par rapport aux primates. Ces derniers donc étant modifiés génétiquement via le génie génétique qui aurait été Enki, qui aurait donc créé l'espèce humaine. La question était de savoir, ce que vous mettez dans l'ouvrage, était de savoir si l'être humain devait ou pas avoir la possibilité de se reproduire. La sœur amante d'Enki, Ninhursag, c'est la demi-sœur, tout à fait. Ouais, donc en fait c'est à la fois sa demi-sœur, mais en même temps vu qu'ils n'avaient pas le même père, c'est ce qui leur a permis de pouvoir procréer ou de pouvoir s'accoupler, si on peut dire ça comme ça. Donc était vraiment dans ce désir et ce souhait de pouvoir réaliser une sorte de chef-d'œuvre à travers l'espèce humaine et donc de pouvoir les utiliser en tant qu'esclaves, donc Homo erectus, Homo habilis, autant d'expériences qui avaient été faites préalablement, qui pouvaient supporter des charges de travail très denses, mais en même temps qui n'étaient pas forcément très intelligents, d'où l'Homo sapiens qui a été développé, qui était plus autonome, plus intelligent, mais qui donnait un risque, là aussi, pour le dieu Anu, de pouvoir avoir une rébellion. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, pour le coup, est-ce que c'est uniquement par rapport au roman que vous avez choisi de donner vie aux Anunnaki comme étant effectivement des dieux qui ont créé l'espèce humaine, ou pour vous c'est, j'allais dire, peut-être une grande possibilité, une grande probabilité que cela est existant
Quand on voit la suite des différents volumes, vous mettez en perspective que la descendance d'Enki et la descendance d'Enlil, parmi les humains, puisqu'il est bien connu que les Elohim prièrent les femmes des hommes parce qu'ils les trouvèrent belles et qu'ils enfantèrent les fameux Néphilim, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Hein, faut suivre. Et donc, qu'aujourd'hui encore, peut-être que la descendance humaine, voire peut-être plus, de ces deux frères ennemis continue à s'affronter. Alors, il faut peut-être juste un petit peu remonter à l'origine pour éviter peut-être que vos spectateurs se perdent. On a oublié de dire peut-être que le corps planétaire qui s'est implanté dans le système solaire est devenu à son tour un biotope. C'est-à-dire qu'il a servi finalement de base de refuge d'une population extraterrestre venue s'y implanter donc des millénaires ou des dizaines de millénaires plus tard. S'y étaient implantés, ils ont été ensuite confrontés à cette catastrophe astronomique qui a mis un petit peu en péril leur biotope. Pourquoi ? Parce que le choc planétaire a provoqué évidemment, comme on l'a connu nous dans le passé, des sortes d'hivers nucléaires qui mettaient en péril donc l'épanouissement de la vie sur Nibiru, et leur solution avait été de pulvériser donc dans l'atmosphère évidemment le matériau le plus émissif possible à rencontrer dans la nature, qui était l'or. Donc ils se sont mis en quête de trouver des filons aurifères sur les planètes telluriques du système solaire. L'une des planètes concernées a dû être Mars, c'est peut-être la raison pour laquelle on trouve peut-être des vestiges ou des artefacts un peu bizarres à la surface du sol donc martien. Ça, on y reviendra. Ça c'est fort possible. Et puis la Terre qui en regorgeait un petit peu également a été l'objet de leur attention. Et c'est vrai que alors les Anunnaki, ça a deux définitions suivant le contexte. Ça peut vouloir dire ceux qui sont descendus du ciel sur la terre, mais ça peut aussi vouloir dire les fils d'Anu, c'est-à-dire la cour d'Anu et les sujets d'Anu, les enfants au sens le plus large possible. Donc les Anunnaki ont une organisation monarchique comparable à celle qu'on a pu connaître il y a quelques siècles, avec la cour, avec donc les proches de la cour, les courtisans, jusqu'aux serfs, donc les ouvriers. Et ces ouvriers avaient pour mission, évidemment, d'extraire l'or des mines aurifères, mais le labeur devenait de plus en plus dur au fil des années, si bien qu'à un moment donné, la population Anunnaki ouvrière a commencé à pouvoir, donc, peut-être pas se rebeller, mais à revendiquer, évidemment, des conditions de travail, disons, plus conformes à leur sécurité, comme on en a connu nous-mêmes sur la Terre en d'autres temps, pas si lointains que cela. Alors, évidemment, aucun Anunnaki ouvrier ne voulait revenir dans ces conditions dans les mines d'or, et il a été convenu de leur permettre d'avoir des assistants. Et les premiers assistants étant des primates locaux, ne se sont pas montrés très efficaces ou très performants dans ce travail, même répétitif. Donc il a été convenu de fabriquer des hybrides qui soient un peu plus performants. Donc il y a eu plusieurs prototypes, plusieurs versions. Il y a eu évidemment, on va dire, l'hominien version, la bêta version, puis la version 1, la version 2, jusqu'à la version 5 ou 6, qui devait être l'Homo sapiens sapiens, avec un bon dosage, avec un ratage avoué concernant l'homme de Néandertal, qui était un peu trop difficile à domestiquer pour pouvoir l'utiliser. Et il est bon de savoir qu'en sumérien, un être humain, c'est pas quelqu'un de libre, de libéré, c'est pas une valeur morale extrêmement élevée. Un être humain, c'est quelqu'un de soumis. Au sens sumérien, c'est un domestique qui doit obéir à son maître. C'est ce que veut dire humain. En fait, U était un dieu également proche d'Anu. Enfin, c'était un monarque proche, enfin un sous-monarque, un seigneur proche de la cour d'Anu, qui a utilisé aussi ses hommes à son service. Et humain viendrait de humanus, qui étaient en fait des hommes de U, ou de humain, humaine, donc les hommes de U. Voilà. Donc la connotation sumérienne des êtres humains
correspond à un état de domestique. C'est du domestica purement et simplement. Donc, effectivement, l'homme de Néandertal n'était pas très humain parce qu'il n'était pas très domesticable. Et le sapien a été on va dire un meilleur prototype, un meilleur exemple. Et c'était l'un des fils d'Anu qui était chargé de l'ingénierie génétique, qui s'appelait donc Enki. L'autre fils étant Enlil. Alors Enlil était plutôt un militaire qui était chargé un petit peu de contrôler les diverses colonies, ou en tout cas les différentes missions d'exploration du système solaire, alors que Enki, lui, était plutôt sédentarisé sur la Terre. Alors, Enki est devenu Lucifer et Enlil est devenu Satan. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais, il faut se méfier au sens des mots, parce qu'on peut très facilement les corrompre, et c'est le cas justement pour Lucifer, puisque dans le dictionnaire, il est mentionné que Lucifer, c'est l'autre nom de Satan, alors qu'en réalité, c'est opposé lumière et ténèbres. C'est pas du tout le même personnage. Lucifer, lui, après avoir fabriqué les hommes, a pris fait et cause pour eux auprès de son père et ne voulait pas les soumettre en tant que bêtes de somme. Alors que Enlil, lui, avait une autre vision des choses et lui voulait à terme prendre la couronne, on va dire, de son père, sans faire de coup d'État, mais simplement à récupérer le droit d'aînesse qu'il n'avait pas pour être finalement le successeur. Donc, il a peut-être un peu piégé son frère pour que celui-ci soit destitué en le dénonçant pour avoir pris fait et cause pour sa propre création. Donc on retrouve ce mythe évidemment chez les Égyptiens, comme vous l'avez signalé, dans la mythologie de Odin, mais surtout chez les Égyptiens, parce que c'était très proche. Et puis on va dire le Proche-Orient, la Mésopotamie sont des voisins directs, donc la transmission de la tradition orale a été quand même beaucoup plus facile. Et le mythe donc d'Enki est devenu celui d'Osiris, voilà, avec Isis étant Ninhursag. Et en fait, Seth étant en fait le frère d'Isis, étant Enlil qui en fait revendiquait sa position, et Horus étant le fils que Ninhursag a pu avoir avec Osiris, après lui avoir façonné un pénis en or. Alors l'or est toujours le symbolique, c'est une allusion encore à la recherche aurifère des premiers temps, et le mythe de Seth ayant enfermé son frère dans un cercueil, ouais. Voilà, un sarcophage pour les Égyptiens, un cercueil d'une manière plus générale, et avoir dispersé son corps et ses membres à travers les points cardinaux, donc correspond tout à fait à la mythologie sumérienne. Et Ninhursag, ou Isis, l'ayant reconstitué, a fait de son mari un être à nouveau fécond, et ont pu concevoir Horus, qui ensuite s'est battu contre son propre oncle, qui était Seth, pour venger la mort initiale de son père. Alors c'est une histoire un peu compliquée, parce que Horus pourrait être aussi la réincarnation même d'Osiris, qui était elle-même la réincarnation d'Enki. Vous voyez, l'histoire est un peu compliquée. Alors, et on trouve cette mythologie de partout, hein. On la trouve chez Mitra, donc la religion masdéenne, on la trouve en Inde, voilà. Krishna, tout à fait, on les trouve, donc masdéenne c'est Mitra, je ne sais pas si je vous l'avais cité, mais on la retrouve un petit peu partout. Ce que j'aimerais saisir, c'est que je ne sais si c'est mentionné sur les tablettes sumériennes, on y reviendra petit à petit en même temps, puisque dans le cadre de ces tablettes, ce qu'il est fait mention que Enlil tua son frère Enki. Oui. D'accord, au même titre que donc Osiris. Tout à fait. Tout à fait. Donc Ninhursag, la demi-sœur et amante donc d'Enki, alias Osiris, alias Lucifer, a fait en sorte, alors que Enki était décédé, était mort, d'aller, on ne sait comment. Et moi, je me pose la question concernant justement la fonction de la pyramide, la grande pyramide de Khéops à Gizeh.
a eu l'occasion de capter, d'aller chercher l'âme d'Osiris pour la mettre dans l'enfant dont elle allait accoucher, qui était en fait l'enfant d'Osiris, donc Horus, mais avec la même âme quelque part, donc c'est le même personnage mais dans un corps différent. C'est ça, exactement. Donc là, c'est Ninhursag fait en sorte de sauvegarder cet enfant pour éviter le courroux de Seth, alias donc Enlil. Oui. Et vient à un moment donné, donc dans le livre, où on voit que Enki, Lucifer, retourne à la cour de son père, se fait authentifier via son code génétique, comme quoi il a une descendance royale et qu'il est de surcroît une mémoire vivante de son père, mais en même temps c'est lui. Tout à fait, exactement. Et à partir de là, demande un combat singulier vis-à-vis de son frère et le blesse, il ne le tue pas, de façon à ce que lui-même, j'entends Enlil, en mourant, ne soit pas amené à revivre, à incarner, etc. Tout à fait. D'où vous vient, je dirais, cette idée que peut-être l'espèce humaine est à même aujourd'hui de continuer ce combat entre ces deux frères, entre ce roi Anu qui aurait souhaité, le fameux dieu Yahvé, on le rappelle, la disparition de l'être humain parce que ce dernier proliférait trop à la surface de la Terre, pouvait se reproduire, alors que Anu avait demandé à son fils Enki de ne pas faire des êtres qui puissent se reproduire pour éviter d'avoir à être débordé par une engeance qui prendrait peut-être front par rapport à son autorité. D'où vous vient cette idée qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons sous l'énergie ou la cosmogonie de cette histoire-là? Alors, la source, si on peut parler de source, c'est un petit peu cette intelligence à laquelle on a été confronté à travers ces séances de spiritisme qui nous a mis un petit peu sur la voie. Mais il est bon aussi de rappeler quand même certains éléments. Par exemple, Ninhursag, en sumérien, ça signifie dame de la côte ou dame de la vie. Donc on ne peut pas ne pas faire le parallèle avec Ève, qui était donc censément, qui est venue à la vie en étant issue de la côte d'Adam. Donc dame de la côte, Ninhursag et Ève, vous voyez, il y a une certaine parenté. Par ailleurs, Isis, voilà. En même temps, voilà. Donc la parenté, elle était relativement évidente. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est la connaissance qu'on a de notre état. Un système maître-esclave fonctionne dès lors que l'esclave pense que son maître lui est très supérieur. D'accord ? Eh bien, c'est ce que pensaient les premiers êtres humains. Autrement dit, pour eux, à nous, ces représentants, c'était des dieux qui étaient donc dotés de l'immortalité. Donc un dieu immortel qu'on ne peut pas tuer, évidemment c'est un maître par définition. Donc ils ont plus facilement accepté leur servage. À partir du moment où ils ont su que les Anunnaki étaient aussi bien mortels qu'eux-mêmes, eh bien ça a inversé complètement les rapports de force. Il est difficile de pouvoir obtenir la même obéissance à partir du moment où brusquement on a montré sa vulnérabilité. Et le fait de savoir que les Anunnaki étaient mortels, même s'ils vivaient très longtemps, ça a un petit peu bouleversé le mode de gestion de masse dont subissaient les êtres humains. Et par ailleurs, ceux-ci, évidemment, à l'origine, n'auraient pas dû être féconds. Alors c'est une histoire un peu compliquée parce qu'il n'était pas prévu qu'il y ait des femelles. Dans un premier temps, il n'y avait que des mâles qui ont été fabriqués. Le terme fabriqué est plus... donc ce n'est pas une création au sens biblique du terme, c'est vraiment une fabrication. Et c'était uniquement des prototypes masculins. D'accord ? Sauf que par la suite, certaines membres de la cour ont essayé d'avoir des rapports avec ces animaux, parce qu'il faut savoir que Adam en sumérien ça veut dire animal, d'accord ? Donc un Adam c'était un animal.
Et donc il faut savoir que peut-être la zoophilie est beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine. Certaines princesses se sont rapprochées de ces animaux et ont eu des contacts sexuels. Et ça a fortement déplu à la cour d'Anou. Et donc il a décidé, pour éviter ces rapprochements, on va dire, contre nature, de fabriquer, de leur donner des femelles. Sans savoir que ces femelles pouvaient ensuite enfanter également à leur tour d'autres enfants. Donc on va dire que d'une manière insidieuse, Anou a un petit peu lui-même ouvert sa propre boîte de Pandore. Parce qu'il ne savait pas que son fils Enki avait déjà pourvu ses prototypes masculins de fécondité, et même chose pour les prototypes féminins. Donc non seulement ils avaient la connaissance de la mortalité de leur souverain, mais en plus ils pouvaient se reproduire, et se reproduire très facilement. Donc ils sont très rapidement devenus ingérables, et c'est peut-être ce qui a donné naissance à la chute des hommes, c'est-à-dire le fait que les hommes aient été chassés du paradis terrestre. Et ça, on peut le transposer à ce qu'on vit aujourd'hui, avec le fait que peut-être dans nos sociétés, la connaissance, elle est forcément associée à une mauvaise gestion de masse des personnes. Donc plus les personnes sont dans l'ignorance, mieux c'est pour ceux qui dirigent une population à une échelle planétaire. Le troupeau d'animaux hybrides ouvriers, dénommé Adam dans ma langue maternelle, une centaine de milliers de spécimens partiellement nus, fut conduit au-devant des mines d'or abandonnées par les dieux mineurs Anunnaki. Parmi eux s'en trouva un qui attira l'une d'entre nous par sa beauté animale, son élégance agile à se déplacer avec les siens. Elle fut particulièrement attendrie, puis charmée par sa candeur un peu frustre, son étonnement évident et sincère face au mauvais traitement infligé par l'escorte reptilienne qui scandait dans le même temps « Gloire au travail !» Enchaînés comme des bêtes de somme, tous acceptaient leur misérable sort, sauf lui. Elle l'appela Adam, animal, ou homme sorti de la terre. Adapa, suivant le contexte, en lui faisant aussi franchir le pas de la singularité. L'ange femelle observa Adam et le trouva fort beau, à son goût en vérité, d'autant plus que je l'avais pourvu, comme tous les autres, d'un pénis, me refusant à rendre mes enfants stériles, utiles au jour où je pourrais leur donner des femmes pour copuler et se reproduire. Outre le cadeau de constituer une nouvelle espèce que je leur offrais, cela présentait l'avantage de disposer d'une main-d'œuvre économique automatisée sans avoir recours à des procédés de fabrication coûteux et laborieux. Et il me serait toujours possible de brider ou d'interrompre la fertilité de mes enfants si, d'aventure, leurs actes compromettaient l'autorité de mon père. En ce temps-là, je n'avais pas encore fait sécession. Lilith, c'est ainsi que se nommait l'ange amoureux, descendit sur terre et alla à la rencontre de l'objet de son désir. Elle arriva au sommet du mont Hermon, au sud d'un lieu que vous appelez Damas, devenu depuis symbolique et par lequel d'autres viendront en sa mémoire, à sa gloire, et fila en direction de l'Éden au moyen de sa navette personnelle, ce que son rang dans la hiérarchie Anunnaki lui permettait. Elle rencontra Adam à la tombée du jour, le prit par la main et l'entraîna à l'écart. L'animal ressentit une forte émotion au contact de la créature céleste. Elle se dénuda sous le clair de lune, et son émoi grandit davantage. À son tour, il la désira sans en avoir conscience. Elle lui dévoilait son corps avec lenteur, en une offrande initiatique, lui murmurant leurs deux noms, Adam et Lilith. Pendant le premier effeuillage de l'histoire de l'humanité, il sut alors qu'il était homme et Lilith femme. Sa femme, puisqu'elle l'avait choisi. Ils se rapprochèrent sous le regard complice de l'astre nocturne pour ne faire plus qu'un ou une. Ainsi, sur Terre, eut lieu la première nuit d'amour. Les mémoires de Lucifer. Donc là, effectivement, on découvre ce qui est cette Ève Lilith en même temps. Et c'est pas du tout Ève. Hein. Non, on est d'accord. Hein, mais c'est cette première, elle est même avant Ève. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire. Et c'est ce qui est marqué d'ailleurs dans la Genèse. La première, c'est Lilith, c'est pas Ève. Alors, c'est dans la Genèse apocryphe, on va dire, parce que dans la Genèse canonique, elle ne figure pas, mais dans les textes apocryphes et intertestamentaires, elle apparaît. Elle apparaît comme ayant été, en tout cas, la première femme d'Adam. Et dans ce sens-là, comme vous l'avez mentionné, création des femmes humaines, voilà. De façon à faire en sorte que les dieux femmes qui étaient intéressés par les hommes
puisse délaisser, revenir dans ce qu'on pourrait appeler une certaine noblesse d'esprit. Et pour le coup, Enlil intervient pour faire en sorte de lever le bras de la première femme humaine à devoir copuler, s'accoupler avec Adam, qui était donc Ève. Et cette dernière tue littéralement Lilith. Et là se découvre que ces fameux dieux peuvent mourir. Alors ça, c'est pas du tout dans le tome 1, ça c'est dans le tome 3 où j'ai consacré un chapitre qui est finalement un zoom sur la partie des mémoires de Lucifer que vous avez lu, où je développe cette partie où donc Ève est donnée en tant que femme à Adam pour l'éloigner de sa relation avec Lilith, et pour éviter que celle-ci fasse finalement jurisprudence au sein de la cour d'Anou, pour montrer qu'après tout, une princesse pouvant s'accoupler avec un Adam, eh bien d'autres moins nobles pourraient aussi le faire à leur tour, si jamais le désir leur en prenait. Donc pour éviter cela, eh bien, donc, on a confié Ève à Adam, mais celui-ci l'a délaissé, puisque évidemment il avait d'abord connu Lilith. Et c'est pour ça que je parle de la première dispute de couple, le premier adultère, on peut aussi le voir ainsi, au paradis terrestre. Et femme jalouse, Ève, donc effectivement, tue Lilith, et ainsi s'aperçoit que les dieux sont mortels. Parce que c'est Enlil qui, un petit peu comme dans la narration de la Genèse, qui est le serpent tentateur, eh bien, il a tenté Ève pour que celle-ci se débarrasse de l'objet de sa frustration en ôtant la vie à sa rivale. Et c'est là que, effectivement, Adam se rend compte que les Anunnaki sont mortels parce qu'il ne le savait pas auparavant. En voyant donc sa princesse Anunnaki commencer à agoniser. Et comme il a perdu son statut que cette princesse lui avait octroyé en tant que domestique privilégié, se retrouve plongé dans les mines d'or. Donc il revient à la case départ et il en profite pour donc dire aux autres, à ses semblables, que les dieux en fait ne sont pas mortels. Et c'est comme ça qu'une révolution, ne sont pas immortels. C'est un lapsus. Donc que les dieux ne sont pas immortels et qu'on peut s'en défaire. Donc ça a été une rébellion dans une autre, puisqu'il y a la rébellion donc de Enki vis-à-vis de son père, et puis la rébellion des hommes vis-à-vis de leur maître. En même temps, donc on rappelle que autant Vénus est considérée comme la planète de Lucifer, on mentionne que Lucifer est le porteur de lumière, celui qui amène la connaissance aux hommes et leur permet de s'émanciper, donc la culture, faire du feu, l'élevage, l'agriculture, la médecine, enfin tout ce qui permet en tout cas aux hommes de s'affranchir du joug du roi Anou. En même temps, ce qui paraît difficile à saisir, c'est que Anou avait décidé avait demandé à ce que l'homme ne lui soit pas permis de pouvoir se reproduire. Finalement, la femme est créée pour éviter ce genre de débordement, mais aussi bien les femmes que les hommes humains peuvent se reproduire. Il n'a pas demandé à ce que Enki crée les femmes pour éviter qu'ils se reproduisent. Il a en fait fabriquer plutôt les femmes humaines pour éviter que celles-ci soient en fait des femmes Anunnaki. Non pas pour qu'elles se reproduisent, parce qu'il ignorait que les hommes étaient féconds, mais pour éviter justement un détournement finalement de la lignée royale qui se commettrait avec des animaux. J'avais bien saisi ça. Là où je voulais en venir, c'était que Anou avait été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas que l'être humain puisse se reproduire. Alors qu'il y ait déjà les hommes qui étaient fertiles, les femmes qui viennent être rajoutées dans un but bien spécifique, mais qui sont elles aussi fertiles. Et comme à travers le passage que je viens de lire, Enki s'était dit, bon, je l'ai fait avec la capacité de se reproduire, mais si jamais ça venait à se déborder, je couperais le processus. Or, il n'en fait rien. Il laisse faire, et l'être humain se répand à la surface de la Terre.
Parce que dans un premier temps, Enki était effectivement, il n'avait pas encore fait sécession, il n'avait pas la même approche, en tout cas la même tendresse qu'il a eue par la suite vis-à-vis de sa propre création. Donc d'abord, il les a fabriqués autonomes, pour pouvoir se reproduire, parce qu'il a peut-être vu ça avec un regard d'ingénieur en disant, bon, ça m'évitera d'en refabriquer par la suite, puisque je vais faire des machines autoreproductrices. Voilà, c'était avec cette vision. Et puis, il s'est familiarisé, il s'est pris d'affection. Le créateur, disons, s'est rapproché de sa créature. Et le docteur Moreau. Et donc, puisqu'il pouvait se reproduire, il les a laissés. Et à nous, effectivement, voyant que ça pouvait poser un problème, a voulu s'en débarrasser. Comment ? Donc c'est le mythe du déluge, par exemple. Voilà, on retrouve le mythe du déluge, et puis ce sont les maladies, les premiers germes pathogènes. Et c'est pour ça que Enki a apporté la médecine. Alors il faut savoir que la première à avoir aidé les hommes, c'est Lilith. Elle a apporté, en fait, elle l'a pas apporté aux hommes, elle l'a apporté d'abord à Adam, qui lui a été un petit peu l'initiateur de ses semblables. Donc, elle leur a appris des premiers rudiments scientifiques, et Enki, lui, en a rajouté plusieurs couches, puisque l'arbre de la connaissance, dans mon histoire, en fait, voilà, c'est en réalité une immense bibliothèque. En fait, c'est un centre on va dire, universitaire ou bibliothécaire de la société Anunnaki. Et il a réussi sous couvert d'anonymat, de pouvoir introduire des hommes à l'intérieur même de cette immense bibliothèque, pour que ceux-ci puissent apprendre, évidemment, ce qu'était la nature de l'univers, et qu'en réalité, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait que des créatures séparées de plusieurs centaines de milliers d'années d'évolution purement naturelle. Donc il leur a appris les mécanismes de la vie organique et les mécanismes c'était les mécanismes d'émancipation, en connaissant les lois qui régissaient l'univers. Et en ce sens-là, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les Grecs. Parce que, et c'est là qu'il y a eu un schisme, quand on regarde bien la mythologie grecque, d'abord les dieux apparaissent omnipotents, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les hommes se rendent compte que les dieux, tout comme les êtres humains, sont soumis aux mêmes lois. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas se démettre de lois naturelles. Donc finalement, même s'ils ont des pouvoirs qui peuvent leur apparaître extraordinaires au regard de leurs propres conditions, finalement, ce ne sont pas des dieux omnipotents. Et donc, on peut trouver des moyens de s'en débarrasser si nécessaire. Voilà. Et ça a été dans la culture grecque important. Et c'est là que la science est née, quoi. Quelque part, quand on a séparé les lois de la nature des dieux qui peuvent l'habiter également, mais comme des locataires comparables aux hommes. Un petit peu comme on a fait, nous, la séparation de l'Église et de l'État, où on a donc, finalement, on s'est dit que les affaires des hommes pouvaient se régler sans y mettre, finalement, l'intervention de Dieu. Voilà. Ça a été important dans notre histoire, et pour les Grecs, c'est encore beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que les Grecs ont agi de même, et finalement, dans l'histoire d'Enki, c'est un petit peu la même chose. Quand il a apporté cette connaissance au premier Adam, eh bien, évidemment, ça a été un véritable séisme intellectuel, puisqu'ils se sont mis au même niveau que leur, non pas créateur, mais leur, on va dire, leur constructeur, d'une manière générale, quoi. C'était des véhicules intelligents. Alors on peut voir aussi qu'à travers toutes les civilisations confondues sur la Terre, le serpent revêt aussi bien le symbole de la connaissance que celui du malin. C'est celui qui transmet à l'homme toutes sortes d'informations qui l'initie. Il n'y a qu'à voir le caducée. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. La Kundalini aussi, parce qu'il est symbole d'éveil spirituel, qui est représenté par le serpent. Chez les Mayas, il est partout. Donc, en même temps, on voit que cette race Anunnaki, elle est mentionnée dans le livre comme étant une représentation à la fois reptilienne, semi-reptilienne, semi-poisson, tout dépend. Oui. Si je fais part de ça, c'est encore une fois pour mentionner cette ambivalence à travers l'image du serpent qui peut représenter le malin, celui qui est perfide, qui va instrumentaliser l'homme pour qu'il aille dans certaines directions, le diviser,
comme, c'est ça encore une fois ce double visage, comme celui qui l'initie au savoir, à la culture, à l'instruction. Parce que c'est deux aspects de la même chose, cette dualité représentée par Enki et Enlil. Voilà. L'un vouloir émanciper sa création, la mettre au même rang que lui, et l'autre, donc les ténèbres, pour pouvoir s'approprier un pouvoir, une emprise sur ces créatures. C'est-à-dire donc régir le monde en tant que potentat. Voilà, donc c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre une monarchie absolue et une démocratie populaire. Voilà, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre les deux, que l'on peut faire d'ailleurs même de nos jours. Alors je rassure les internautes, pour ceux qui se posent, oui, bon alors qu'est-ce qu'il en est, le lien avec les francs-maçons, la pyramide, etc. On y viendra, chaque chose en son temps. On va faire un petit décalage parce qu'il faut avancer un peu en parallèle avec différents éléments qui paraissent éparses, mais pour pouvoir rassembler un petit peu tout ça, je reviens aux séances. D'ailleurs, c'est une devise maçonnique, rassembler ce qui est éparse. Ah oui, c'est par ordre ab chaos qui en fait partie aussi. Voilà, l'ordre vient du chaos. Oui, qui est aussi mal compris. Donc tout ça, on va avoir l'occasion de pouvoir aborder ces différents éléments. On va essayer de remettre de l'ordre. On revient aux séances de spirit. Qui sont donc des séances de Ouija. Vous en avez mentionné un petit peu le mécanisme tout à l'heure pour les internautes. Les questions qui viennent, et c'est ça qui, en tout cas, m'a surpris d'emblée dans la lecture du roman, c'est que quand j'ai commencé les séances de Ouija, elles commencent comme telles. Esprit, es-tu là? Bon, réponse. Quel est ton prénom? Réponse. Ta date de naissance? Ta date de décès? Et quel était ton âge quand tu es mort? Et voilà, tous les esprits qui vont être contactés devront répondre en préambule à ces questions-là. Et ce qui m'a étonné, c'est que donc avant les fameuses questions est mentionné le jour, la date, le lieu, et ça c'est. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça peut, parce que bon, pourquoi pas, poussons le vice. Il y en a qui pourraient très bien vraiment réfléchir à mettre en scène ce genre de choses, mais il y a vraiment des détails qui font que je me suis dit que c'était du vécu. Alors, vous l'avez confirmé, Thomas Allen, et j'aimerais saisir justement quels ont été, puisque Martine, Étienne vous invite à participer, ne serait-ce que peut-être la première séance. Est-ce que celle qui apparaît dans le roman est vraiment celle qui a eu lieu ? Ça a commencé exactement comme ça. C'est copie conforme, c'est au mot près. Voilà. À la ponctuation près, c'est respecté. Donc la première a lieu le 28 août 2002. Oui, tout à fait. Et le premier contact est Gabrielle Farran. Gabrielle, c'est une femme qui se trouve être au niveau 1. Alors en fait, ça c'est la toute première, je crois que c'était le 21 juillet, mais je n'y ai pas participé. C'est ce qui a permis à Martine et Étienne de nous contacter. Et c'était un émigré italien qui vivait à Montfort. Alors, c'est pas à Montfort, c'est dans un autre village du sud de la France bien connu, que j'ai transformé, et qui est décédé et qui a été accroché par une de ses expériences qu'elle a faites avec son fils. Voilà. Et c'est à la suite de cette expérience qui l'a un petit peu perturbée qu'elle a pris contact avec nous après s'être informée auprès de l'ami que nous avions et qu'on a toujours en commun, qui est un médecin. Qu'est-ce qui l'a perturbée en fait ? C'est parce que les renseignements que donnait le ver étaient exacts. Le nom de ce premier contact, parce que je le dis dans le roman, c'est vraiment son nom. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez me le rappeler, parce que là, je ne pense pas avoir transformé son identité. Alors, j'ai le 3 août 2002, Mangin-Marie. Non, mais ça c'est au tout début, ça doit être à l'origine de l'histoire, et je crois que c'est un nom italien assez peu répandu, et cette personne est décédée dans le village de Montfort la veille. Donc, elle téléphone à sa mère pour savoir si elle le connaissait. Elle ne le connaît pas, mais en consultant le journal, sa mère l'informe qu'effectivement, il est bien décédé le jour dit et à l'endroit précisé par l'entité, par le Ouija. Voilà, on va dire, Salvatore Cicciario.
Ah non, c'est pas lui. Donc j'ai pas dit son vrai nom. Donc je dirai pas son nom. C'est pour ça que finalement ma mémoire m'a un peu fait défaut. Je dirai pas. Voilà. Donc j'ai pas donné son vrai nom parce que donner son nom, il aurait été ensuite facile de pouvoir se renseigner des décès donc dans le sud de la France avec son identité. Et on aurait pu localiser le village et donc la famille en question. Voilà. Et voilà. Et le pire, c'est qu'ensuite, une fois ils se sont aperçus de la réalité de ce décès, ils lui ont demandé ce qu'il pouvait faire pour lui, et il leur demandait, c'était de rabibocher ses deux fils. Là, je veux dire leur vrai prénom, Jean et René. Et il leur a dit quelque chose, alors je ne vais pas le répéter ici, je crois que j'en parle dans le roman, ouais. Il leur a dit quelque chose que seul le père pouvait savoir. De son vivant. De son vivant. Et donc cette Martine Etienne a contacté ensuite ses deux fils et elle leur a expliqué, parce qu'elle a été très honnête, même si elle craignait au départ de paraître ridicule, elle a préféré leur dire la vérité. Alors évidemment, dans un premier temps, chacun des fils ont cru tomber sur une illuminée, mais quand celle-ci leur a donc indiqué ce détail très personnel, alors là ils ont pratiquement fondu en larmes donc au téléphone et ils se sont reparlés à nouveau. Bon, ils s'étaient disputés pour je ne sais quelle raison et l'intervention de Martine Etienne les a rabibochés. Voilà, ils se sont à nouveau rapprochés finalement grâce au père qui a parlé lors de cette séance de Ouija. Et c'est ce qui l'a tellement bouleversé qu'elle a cherché à vouloir savoir si c'était pas une imposture de son propre fils, parce qu'elle craignait qu'il puisse quand même y avoir une manipulation de celui-ci, et ce n'était pas le cas, mais bon, elle était prudente, elle a voulu en savoir davantage, et c'est pour ça qu'elle s'est renseignée auprès de cet ami, pour savoir si dans son environnement, il ne connaissait pas quelqu'un qui aurait pu l'aider. Et mon nom est tombé, et voilà, et elle m'a contacté. Quand a lieu la première séance, vous vous rappelez qui vous contactez comme esprit? Je crois que c'est le 28, hein, je crois que j'en parle. C'est une semaine, peut-être c'est Gabriel Ferrand, c'est possible. Oui, je pense que si je l'ai mentionné, je pense, bon là j'ai pas en tête, ça remonte à très loin, ça remonte en 2002. Donc ça remonte à déjà 14 ans, enfin presque 14 ans. Donc j'ai suivi, les premières expériences étaient parfaitement chronologiques. Puis il y en avait tellement que j'étais amené à en faire des synthèses. Donc après, pour des raisons de cadre, j'étais amené à regrouper plusieurs expériences en une seule. Alors effectivement, en plus, donc, vous allez valider par la suite, vous faites une recherche pour savoir si c'est Gabriel Ferrand qui est né le 10 mai 1741 et mort le 18 août 1767. À l'âge de 26 ans, eh bien, vous vérifiez, puis effectivement, vous retrouvez la chose. Et après, je crois, de mémoire, il y a une Marie-Rose Mangin, je crois. Aussi. Voilà, c'est un petit peu après, et tout était vrai. Et puis il y avait des événements historiques qui se sont révélés exacts. Alors, bon, évidemment, moi, dans un premier temps, je pensais que c'était effectivement le fils qui avait fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il s'était renseigné, il avait construit tout un scénario. Le problème, c'est la manipulation du verre et la pertinence de certains détails que j'ai pu valider après plusieurs semaines quand même d'investigation. Donc ça me paraissait trop bien construit. Et en plus, le verre avait un comportement physique qui est pas normal, parce que si vous faites un petit peu de mécanique, un petit peu de physique du point matériel, si vous avez un objet qui se déplace sous la pression, notamment digitale donc des participants, le verre devrait se déplacer en tournant sur lui-même. Parce que les différentes forces donc, en présence produisent ce qu'on appelle en physique des couples de force. Donc si vous avez un objet en déplacement soumis à un couple de force, il tourne sur lui-même. C'est inévitable. Et là, j'ai été stupéfait, le verre ne tournait pas sur lui-même. Donc il se déplaçait donc, de façon latérale, de façon longitudinale, mais sans être l'objet d'une rotation. Donc ça veut dire que c'était lui qui entraînait un petit peu les doigts des participants et non pas l'inverse. Donc ça m'a quand même énormément troublé et perturbé. Parce que ça ne pouvait pas être un des participants. Après, j'ai quand même demandé à ce que parfois ils n'interviennent pas, pour être certain que les informations que nous obtenions n'étaient pas de son fait. Donc il m'a fallu plusieurs mois avant d'être certain de la sincérité de chaque participant.
Et en même temps, Voilà. il y a quelque chose qui commence à basculer dans ces séances. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous apprenez qu'il y a différents niveaux. Oui. La plupart de ces esprits qui communiquent avec vous sont, disent-ils, limités au niveau 1. Alors, on apprendra par la suite qu'il y a 7 niveaux. Je donne ici présentement les différents niveaux. Donc, c'est page 50, voilà. Mais ce n'est pas celle-ci. Page 76, pardon. Je me rappelle du 7e niveau, c'est l'Adi. Alors, niveau 1, c'est l'astral. Alors, niveau 0, c'est la matière, c'est chez nous, hein, physique, ouais. Ok. Niveau 1, donc lorsqu'on décède, on va dans l'astral. Le niveau 2, c'est l'akasha. Pour passer au niveau 2, il faut se défaire de ses émotions. C'est ça. Niveau 3, on arrive au mental. Niveau 4, bouddhique. Niveau 5, atmique, en relation avec l'anma, donc l'âme dans l'hindouisme. Oui. Le niveau 6, anupadaka. Et niveau 7, adi, donc qui est le lieu de résidence de Dieu en cours de formation. Voilà. Donc la plupart n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir passer au niveau 2, mais sont bloqués ou retenus, devrais-je dire plutôt, voilà, au niveau 1. C'est la première fois. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Alan Kardec sur le spiritisme. Non, à l'époque, je me suis renseigné ensuite. Disons que j'ai largement développé ensuite mon panel, on va dire, d'intérêt intellectuel. Alan Kardec, je le connaissais de nom, mais je ne m'étais pas renseigné du tout à cette époque-là sur sa littérature. Donc je l'ai appris par la suite. Mais on était tous ignorants du vécu et du modèle philosophique, on va dire, de M. Alan Kardec. Mais alors donc vous notez qu'à un moment donné, apparemment, ces esprits avec lesquels vous communiquez, ils ne sont pas seuls et qui sont là juste comme étant des sortes de porte-parole de personnes, si on peut dire ça comme ça. Oui. Qui se trouvent être donc les fameux contrôleurs. Alors là, on s'en est aperçu parce que quelquefois, lorsqu'on posait des questions, on avait des réponses immédiates. Alors en plus, il faut voir que le déplacement était émotionnel. C'était très, très curieux parce que comme on n'a ni le son ni l'image, on n'a que des mots qui nous sont envoyés comme si c'était un vulgaire tweet ou un vulgaire courriel, voire un SMS. Donc il n'y a pas d'émoticône, on n'a pas la sensation émotive du message. Alors au départ, c'est vrai que c'était très directif. Les mots étaient construits de façon automatique et machinale. Et peu à peu, le vers s'est comporté avec des émotions. Donc, suivant la cadence, le rythme, on savait si le correspondant était agacé, s'il était amusé, s'il était perplexe, et s'il était quelquefois sidéré, ou parfois même en attente. Alors, on ne comprenait pas pourquoi il était en attente. Avant de nous donner une réponse, il semblait en attente, et en essayant de comprendre, on s'est aperçu qu'il attendait l'autorisation de répondre. C'est-à-dire que les réponses étaient soumises à un contrôle. Voilà. Il y avait une censure qui sévissait. C'est pour ça qu'on s'était dit, bon, ben finalement, vous êtes soumis à des contrôleurs. C'était le premier terme qui m'est venu. Et le terme leur a plu. Ils ont accepté, en tout cas ceux qui géraient ces soi-disant défunts. Je dis soi-disant parce qu'on n'a pas de preuves objectives, si ce n'est leur récit. Donc ceux qui dirigeaient ces défunts ont accepté de se faire appeler contrôleurs. Voilà. Et, à plusieurs niveaux. Donc on s'est dit, tiens, c'est curieux. Donc finalement, on croyait parler on parlait déjà à des défunts, ça paraît déjà extravagant pour quelqu'un qui ne croit pas à la vie après la mort, donc c'est extravagant. Et en plus, se rendre compte que derrière un train, il peut y en avoir un autre, vous voyez, c'est encore plus troublant. Et puis, se rendre compte qu'en réalité, les séances de spiritisme n'étaient pas là pour communiquer en réalité avec les défunts, qui en réalité servait simplement d'antenne. C'était en fait une courroie de transmission entre une intelligence qui se trouvait derrière. Et cette intelligence n'avait pas d'autre moyen de communiquer avec nous que de passer par des personnes qui venaient de décéder. Donc, finalement, elle les capturait, enfin en gros, on pourrait le schématiser ainsi, elle les mettait en état de rétention,
voire même de détention, pour pouvoir les utiliser à des fins de communication. Parce qu'ils contribuent à une espèce de circuit spirituel, et dans le circuit spirituel, ces contrôleurs étaient les émetteurs, et les défunts étaient l'antenne. Tout simplement. Donc, ouais. Et, voilà, et ils avaient une vision directe, c'est-à-dire que comme ils étaient encore proches du milieu, enfin du niveau zéro, ils avaient encore une vision assez claire de l'endroit d'où ils provenaient. Alors que ces contrôleurs ne le voyaient pas. En fait, ils utilisaient les défunts comme des capteurs. Oui, et notamment pour bouger dans le temps. Alors, voilà. On va y revenir. Exactement. Qu'est-ce que vous apprenez au fil du temps de ces fameux contrôleurs? Quel est l'intérêt pour eux alors, soit de laisser parler certains esprits et pas d'autres, parce que dont vous vous rendez compte au fil du temps, plus ou moins, c'est que c'est pas des personnes au hasard, elles ont plus ou moins tout un lien, soit entre elles, soit entre elles et vous, parmi certains représentants. Mais c'est très ténu, c'est des liens très ténus, c'est pas évident, c'est pas des liens évidents, quoi. C'est souvent des liens qui correspondent à des professions, qui correspondent à des centres d'intérêt. C'est pas forcément des liens ou des lieux, ou des époques. Voilà, mais c'est pas forcément lié à des, on va dire, à des relations familiales. C'est pas, voyez, on n'a jamais réussi à obtenir des personnes de notre famille, par exemple. Voyez, alors que c'est ce qu'on attend éventuellement d'une séance de spiritisme. On n'a pas pu communiquer avec la tante Adèle ou l'oncle Jules ou le grand-père Maximilien. On a uniquement pu correspondre avec des défunts qu'on nous imposait. Voilà, on n'a jamais choisi les gens avec qui on pouvait parler. C'était très, très curieux. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte très vite qu'en réalité, ces défunts n'étaient que des antennes et que les informations qu'on voulait nous communiquer devaient transcender les banalités qu'un défunt aurait pu nous raconter. Vous tombez sur un contact, alors là aussi, je ne sais pas s'ils sont tous vrais ou pas, ou si, au besoin du roman, vous en rajoutez, avec un certain Charles Henriot. Alors, non, lui aussi, lui par contre, les premières expériences, je ne les ai pas fusionnées, donc tout à fait. Lui, il était dans la maison de Lorraine, c'était un moine chevalier. Un moine chevalier qui, en tout cas, allait être formé. Il est mort en cours de formation. Voilà. À Jérusalem. À Jérusalem, oui. Donc on entend moine guerrier, il s'agit donc de parler de ceux qu'on appelait les Templiers ou qui sont partis justement pour... c'est les premiers, c'était avant les Templiers. C'était petit peu avant les Templiers, voilà, c'est un peu avant les Templiers. En quoi alors, je dis en quoi ce dernier a une importance particulière puisque c'est un des liens qui vont nous amener justement à parler par la suite des cathares et notamment donc des trésors que peut receler Jérusalem au même titre que des Templiers. En quoi ce dernier est-il important quand on parle de Charles Henriot ? Important, je pense que c'est purement pédagogique. Je vous avais expliqué que dans un premier temps, on a dû se familiariser avec l'outil, les fonctions, comment l'exploiter, avant d'en arriver au message. Il y a eu plusieurs étapes dans l'utilisation de ce protocole un peu spirit, mais les messages qui nous ont été communiqués ne pouvaient pas être brutaux, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir les digérer. Et donc il y a une approche pédagogique. On n'apprend pas aux enfants les hautes mathématiques sans leur avoir donné les premières règles de l'algèbre. Et avant de leur donner les premières règles de l'algèbre, on les apprend tout simplement à reconnaître les chiffres, puis les nombres, et à les manipuler avec les premières opérations. Mais c'est un petit peu ce que nous avons eu. Donc on a eu affaire à des personnes qui nous apportaient des informations qui étaient mineures, mais qui avaient un contexte historique que l'on pouvait vérifier. Et c'était rassurant parce que les informations qu'ils nous communiquaient, on les avait déjà intégrées par notre propre formation scolaire, par notre propre culture, on va dire, même si on n'était pas des grands érudits. En tout cas, ces séances nous ont permis d'avoir moi, je me suis énormément cultivé au fil des séances. Voilà, j'ai appris plus en quelques années de séances qu'en plusieurs décennies, vous voyez, de cours universitaires. Ouais. C'était extrêmement... Parce qu'on était très motivés. On voulait valider ces expérimentations, donc on a été contraints de chercher dans la littérature, sur Internet. Moi, j'avais des correspondants aussi en Israël, donc j'ai pu voir sur place si ce qu'on nous racontait était vrai, et à chaque fois, ça l'était.
Donc c'est très stimulant. Surtout pour un universitaire cartésien confronté à un phénomène qui ne l'est pas du tout. Donc on a envie d'en savoir davantage, ça devient un jeu, c'est très ludique. Piste, hein. Voilà, c'est comment apprendre avec le jeu, hein. Ils sont malins de l'autre côté. Hein. C'est un peu ça. C'est pour ça que cet Henriot, il a été la première pierre de l'édifice, à la fois templier et cathare, pour nous amener, nous conduire vers des informations beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus marginales, et qui n'ont rien à voir avec l'histoire orthodoxe. Donc, à partir de quel moment vous commencez à vous tourner vers finalement qui sont les contrôleurs? Parce que même si vous avez ces fameux esprits qui répondent à des questions et qui sont d'époques différentes et ont un lien plus ou moins ténu à chaque fois, soit entre eux, soit entre eux et vous, n'en reste pas moins que, bon, comme vous le disiez, vous apprenez relativement tôt qu'il y a des fameux contrôleurs derrière eux. Oui. À quel moment ou comment se fait l'élaboration de qui sont les contrôleurs? Ils nous ont donné plein d'indices. Alors ça m'embête quand même de le révéler, c'est dommage pour vos spectateurs. Non, c'est pas, ça les empêchera pas de lire le livre. Hein, voilà. Bon, c'est un petit peu enfin, disons que c'est un ressort important peut-être de l'intrigue, de savoir qui sont ces contrôleurs. Donc vous voulez que je dise qui sont ces contrôleurs? Moi personnellement, je trouve que c'est indispensable parce que ça fait encore le pont avec l'essence principale du livre et encore une fois, quel est le lien entre le passé, notre présent et les différentes portes multidimensionnelles. Je vais le dire, mais c'est dommage que le lecteur ne le trouve pas par lui-même. Disons que... Il ne va pas s'embêter de toute façon. Bon, voilà, bon, je veux bien le dire, mais bon, c'est pas révéler déjà l'auteur d'un crime qui va finalement articuler tout un polar. Disons que ces fameux contrôleurs sont d'origine extraterrestre et ils correspondent à ces fameux humites dont on a parlé lors de la première partie. Donc ces humites viennent sur Terre, donc j'ai un petit peu décrit ce qu'ils étaient, en utilisant une particularité de notre univers. Car celui-ci, en réalité, il est double. Et ça correspond tout à fait à la vision qu'on peut avoir aujourd'hui d'un univers à partir du moment où le Big Bang a créé non pas une seule flèche de temps, mais deux flèches de temps. Et ça explique tout. Ça explique aussi l'énergie noire et les masses noires, les masses cachées. Parce qu'il y en a beaucoup qui théorisent. On en a un petit peu parlé entre les deux parties. Et je crois que ce que disent les humites est beaucoup plus pragmatique. Si vous avez deux univers intriqués l'un dans l'autre, sans passerelle possible, ils sont soumis à des lois physiques comparables, mais avec des valeurs numériques différentes. Autrement dit, la lumière peut être, ce que l'on connaît ici, 300 000 km par seconde dans notre univers, mais elle peut être 1000 fois, 10 000 fois supérieure dans l'autre univers. Et les seules relations qu'il y a entre les deux, ce sont des relations gravitationnelles. Et à ce moment-là, on comprend les masses cachées, parce que les masses cachées, elles ont été implantées dans le modèle cosmologique pour expliquer le confinement des galaxies. Les galaxies tournant très très vite, on peut donc facilement calculer la force centrifuge, et normalement on ne pourrait pas être là en train de parler parce que les galaxies ne seraient pas stables. Toute la matière stellaire devait être éjectée à cause de cette force centrifuge. Donc on a imaginé des masses cachées qui ceinturent les galaxies spirales et qui, par donc relation gravitationnelle, confinent ces mêmes galaxies. Sauf qu'on ne les voit pas, on ne les mesure pas, c'est purement spéculatif. Donc on pourrait dire que c'est de la matière non baryonique, c'est-à-dire une matière sans masse, mais de la pure gravité. Donc on pourrait imaginer aujourd'hui, depuis qu'on a découvert le boson de Higgs, donc ce serait uniquement des bosons, quoi, quelque chose près, donc qu'il n'y ait que de la gravité. Mais ça, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Alors le modèle d'univers double que proposent les humites, il est plus convenable parce que ça veut dire que la matière d'un univers peut justement correspondre à cette matière cachée et faire en sorte qu'elle stabilise la matière de l'autre univers. Et c'est pour ça que nos galaxies sont stables. Et quand on imagine un modèle et qu'on le construit, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Jean-Pierre Petit, ça marche très bien et c'est parfaitement cohérent. Jean-Pierre Petit, lui, s'est appuyé sur les textes humites pour façonner sa théorie d'univers gémellaire.
Voilà, grâce au texte humide. Et c'est d'autant plus cohérent qu'on comprend pourquoi, dans notre univers, il n'y a que de la matière et très peu d'antimatière. Parce que selon le modèle standard qu'on utilise, il devrait y avoir autant d'antimatière que de matière dans l'univers. Or, ce n'est pas le cas. Mais c'est parce que l'antimatière se trouve dans l'autre univers. Et qu'il y a très peu d'échanges. Un système thermodynamique, c'est ce qu'on appelle un système isolé. Donc Jean-Pierre Petit, quand il a présenté son modèle, il a été bien accueilli, sauf que quand il a dit qu'il était d'origine extraterrestre à travers ses lettres, évidemment, toute la communauté scientifique, évidemment, l'a exclu de toute crédibilité pertinente universitaire. Mais le modèle est parfaitement cohérent. Donc ces humides, pour venir nous rejoindre, emprunteraient cet univers gémellaire. Autrement dit, notre univers se plierait à l'intérieur de celui-ci et réciproquement. Et en profitant de ces plissements, on peut donc très facilement rejoindre deux points de notre univers en un laps de temps beaucoup plus court. C'est comme si vous avez une feuille de papier. La géodésique, c'est une ligne droite. Si vous tordez la feuille de papier, c'est toujours la ligne droite. Mais par rapport à l'univers à 3 dimensions dans lequel on est, eh bien, il suffirait de percer évidemment la feuille de papier pour passer d'un point à un autre plus aisément. Eh bien, c'est en gros un petit peu ce que font les humides. Donc, ils empruntent cet univers qu'ils ont appelé le Ghost Univers, l'univers fantôme. Et ce qui était étonnant, c'est qu'en traversant cet univers, eh bien, ils ont vu des créatures transiter par celui-ci. Ces créatures, c'était les gens qui décédaient de différentes planètes. Et comme ils allaient sur la Terre, bien évidemment, ils ont été confrontés à nos défunts. Mais le temps n'a pas le même écoulement qu'il pourrait l'avoir chez nous. C'est un écoulement du temps. Alors déjà, il est inversé. Je ne sais pas si vous avez vu le film Benjamin Burton, histoire de... Voilà. En fait, c'est comme si les enfants naissaient vieux pour mourir jeunes. C'est-à-dire que le temps s'écoule du futur vers le passé. C'est difficile pour un esprit cartésien de se le représenter. Mais c'est à peu près ce qu'on peut imaginer, même dans un univers quantique. Donc, ça veut dire que cet univers-là peut être soumis à des règles quantiques. Donc l'écoulement n'est pas le même. Donc on peut avoir des défunts d'époques totalement différentes qui émergent en même temps. Les gens pouvant décéder au XXe siècle, et puis un autre au IIIe siècle, et puis d'autres même dans l'Antiquité ou même bien avant. Ou dans le futur ? On n'a pas eu de futur, non. Mais pourquoi pas ? On n'a pas eu c'est un cas qu'on s'est posé, on s'est posé la question, et on n'a pas eu de personnes décédées, alors les expériences ont commencé en 2002, se sont terminées en 2006. Il y en a eu d'autres après 2006, mais ce n'était pas tout à fait la même chose. J'en parle un petit peu dans les autres tomes. Donc entre 2002 et 2006, on n'a pas eu de défunts nés ou même décédés après 2006. Non, on n'a pas eu ce cas de figure. Alors quel est l'objectif, parce que quel est l'intérêt, l'objectif des humides à utiliser des esprits décédés de toute époque pour communiquer avec vous ? Enfin, nous, voire d'autres peut-être. Mais voilà. Alors il y a plusieurs groupes. Hasard, et voilà, il y a plusieurs groupes et je n'ai identifié un. Voilà. Il y a eu plusieurs groupes qui étaient concernés. Et bon, finalement, ils prenaient celui qui réagissait plus ou moins vite. Bon, nous, on a été écartés parce que j'ai été très sceptique. Donc peut-être qu'actuellement, au moment où je vous parle, il y a un autre groupe qui est confronté au même problème. Le message, en fait, il est c'est peut-être très manipulatoire. Hein, je ne peux pas non plus être très clair. Mais d'abord, je ne dirais pas la fin, parce que le tome 4 vient de sortir, mais ce n'est pas la fin. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon raisonnement, mais enfin, il est déjà dans ma tête, puisque les deux autres tomes sont déjà, en tout cas, à peu près construits sur le papier. Mais le message est de vouloir nous montrer le monde dans lequel on vit réellement. Parce que lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, ils ont d'abord voulu entrer, enfin ces humides, entrer en contact avec les dirigeants. Voilà. Pour pouvoir se présenter, ils ont voulu en gros parler aux autorités locales. Voilà. Et ça n'a pas marché. Quand ils se sont présentés ? Alors ils se seraient présentés, alors ils ne sont pas très clairs dans les dates, mais ils sont arrivés en 1950. Ils sont restés 2 ans dans les Basses-Alpes, enfin les Alpes de Haute-Provence, puis ils sont allés en Espagne, ils sont allés en Australie, ils sont allés aussi en ex-Yougoslavie,
en Europe aussi, en Europe de l'Est. Ils se sont stabilisés, ils ont essayé de se familiariser un petit peu avec les coutumes locales. Donc ça a dû prendre quand même une bonne quinzaine d'années, puisque c'est à partir de là qu'ils ont commencé à écrire des lettres. Donc on peut imaginer qu'avant d'écrire des lettres, ils ont d'abord essayé de communiquer avec les dirigeants locaux. Donc je dirais en gros entre 1960 et 1965. Voilà. C'est là que peut-être a eu le premier contact, mais il n'a pas été fructueux. Donc ils se sont aperçus que quelque chose ne tournait pas rond sur Terre, et ils ont voulu à leur façon nous en informer, à travers plusieurs lettres. Alors est-ce que ce qu'ils disaient est vrai ou pas, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert un petit peu. J'étais déjà un petit peu préparé par des investigations personnelles, mais depuis 2002, c'était bien pire. Donc là, j'ai été fortement sensibilisé à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, à toutes les théories conspirationnistes qui peuvent circuler ici et là. Donc, il y a à peu près une douzaine d'années, quoi. Oui, en tout cas, entre le discours que vous avez là et en même temps tous les liens que vous faites au sein du livre, autant j'entends vos propos, vous prenez un certain recul dans ce que vous dites. En même temps, dans le livre, bon, certes, c'est un roman, mais les liens sont beaucoup plus équivoques que ça, même si le personnage, René Alexandre, passe par tous les doutes et scepticisme qui sont encore une fois les vôtres aujourd'hui. En même temps, quand il y a une accumulation d'éléments éparses qui nous amènent à reconsidérer notre réalité sous un autre angle, vous en arrivez au sein du livre, et ça très rapidement, à dire que en fait Enki, en étant mort, en découvrant la mort, à travers le meurtre que lui fait son frère, eh bien, rentre en contact avec les Humites et se crée une alliance. C'est ça. Et l'objectif serait, d'une certaine manière, toujours le plan d'Enki, à savoir éveiller sa création à l'émancipation et avec le soutien des anges blonds que sont les Humites. Ces derniers, pourquoi feraient-ils ça ? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils voient beaucoup, enfin ils nous voient comme des frères, un peu quelque part. Autant on a été très incompréhensible dans notre manière de fonctionner, en tout cas au tout début, et puis de ceux qui... Alors, je vais vous laisser dire, ce sera en même temps la conclusion de cette deuxième partie, comment les Humites abordent leur vision du monde, ou la vision qu'ils entretiennent entre eux, qu'est-ce qui leur manque au sein de leur civilisation qui est régie par un supra-ordinateur, et qu'est-ce qu'ils ont découvert auprès de l'être humain où ils se sentent à ce point-là en affinité qui leur donne envie de nous aider à nous affranchir de nos chaînes. Alors, ce qu'ils ont trouvé en eux et qu'ils ont un petit peu perdu, c'est d'abord l'individualisme. Ils ont un mode de fonctionnement qui est plus que grégaire. En fait, ils fonctionnent comme des fourmis. Comme des fourmis, comme des insectes réunis en colonies. Donc, l'individu se noie dans la masse. Et leur approche est purement scientifique. Ils n'ont pas de vision religieuse, c'est-à-dire que la métaphysique spirituelle, elle est purement scientifique. La vision qu'ils ont de l'âme, de la vie après la mort, parce qu'ils parlent de réincarnation, et l'une des raisons de leur intérêt pour nous aussi, c'est de savoir si est-ce qu'un humide peut-il se réincarner sur Terre, et inversement, est-ce qu'un terrestre, parce qu'ils ne nous appellent pas comme des terriens, mais un terrestre, pourrait-il, lui, se réincarner sur Homo. Donc cette vision purement métaphysique avec une approche scientifique, ils veulent l'expérimenter. Donc le niveau 1, ce qu'on appelle le niveau 1, c'est donc l'univers fantôme, cet univers qui est intriqué dans le nôtre et qui est un petit peu la passerelle vers les niveaux supérieurs, leur permet de pouvoir vérifier si effectivement ils peuvent se réincarner chez un être humain lambda. Et pour cela, eh bien, ils sont à la recherche d'un de leurs frères qui est décédé en 1952. Il est mort sur Terre, un accident de la circulation.
Et donc, ils essaient de voir si celui-ci, à un moment donné, va pouvoir traverser le niveau 1 et éventuellement revenir au niveau 0 parce qu'il y a une rétroaction. Alors ça, c'est le modèle que nous donne cette entité intelligente, je ne sais pas ce qu'elle est, parce que derrière les contrôleurs, il semblerait qu'il y ait d'autres choses. Hein, voilà. Donc c'est une espèce de jeu de poupée russe. Cette intelligence permet quand même, alors vous l'avez dit, on perd ses émotions, après plus tard on perd sa sexualité. D'accord. Et ça, on le rencontre en plus dans des on va dire des spiritualités comme le livre d'Urantia, si le lecteur, enfin aux auditeurs, Durantia aux spectateurs s'intéressent. Ouais. Urantia, c'est la Terre, hein, c'est le nom que donne l'administration qui se cache derrière l'univers, que donne cette administration à la Terre. Hein, et l'organisation est très proche de ce que le Ouija nous avait donc communiqué. Donc les Humites sont fort intéressés de savoir si leur frère va pouvoir, donc j'en parle d'ailleurs dans le niveau 1, si leur frère va pouvoir se réincarner voilà, dans un être humain, si les supports biologiques sont compatibles. Pour eux, ce serait une espèce de révolution. Voilà. Donc cette alliance, elle est née de là, quoi. Chacun y avait son intérêt. Alors, et pas seulement ça, vous y faites aussi mention, Thomas Allen, de voir qu'ils ont déjà plus ou moins la même apparence que nous. Ouais. Ils communiquent par télépathie qui vient à partir de l'âge plus ou moins adulte ou adolescent. Avant, ils communiquent oralement. Ils ont effectivement, au niveau de l'art et de la créativité, quelque chose de similaire par rapport à nous. Et au niveau de la métaphysique, ils ont eu une sorte de Jésus, un Messie aussi, qui s'est révolté. Exactement. Et qui leur a permis de s'affranchir du joug d'une reine qu'ils avaient, je dis ça de mémoire. Oui. C'est ça. Et ils voient par rapport à notre métaphysique et en Jésus cette similitude et la manière dont Dieu incarné peut être aussi un moyen d'émancipation. Et comme vous l'avez précisé, ils ont cherché à rentrer en contact avec les officiels. Apparemment, c'est pas passé. Non. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Ils ne le disent pas. Ils ne Même le disent dans pas. Tous leurs courriers. Non, ils ne le disent pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Je ne suis pas tombé sur une lettre qui expliquait les raisons de ce refus et pour quelle particularité ils ont quand même voulu insister. Alors que pourquoi ils veulent quand même nous communiquer ce message là-dessus, c'est encore assez obscur. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont adopté une méthode qui est beaucoup plus conventionnelle, en tout cas sur Terre, pour pouvoir éviter un choc de civilisation. Il vaut mieux d'abord enseigner les marginaux qui sont prêts à recevoir l'information pour que ces marginaux ensuite puissent contaminer la population, leurs semblables, et de marginaux en moins marginaux, de proche en proche, on peut réussir à diffuser une information perturbante, voire traumatisante, à l'ensemble de la population. Voilà. C'est une règle sociologique et ethnologique qui est bien connue des spécialistes universitaires, que les Humites ont appliquée. En même temps... Il est bon de savoir que ce qu'ils ont aussi appris de nous, parce que la question, vous me l'avez posée et je n'ai pas vraiment répondu, c'est l'art. Ils étaient très déficients. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé la musique, la peinture, l'humour, vous voyez, c'est une forme d'art. Ils ont été très, très étonnés. Donc, sur Terre, en tout cas, les missions habitées, ceux qui faisaient partie des expéditionnaires, ont récupéré comme un cadeau finalement extrêmement précieux leur relation par rapport à l'art. Le fait d'apprécier la musique, le fait de pouvoir en produire, de pouvoir en créer, plus qu'en produire, et également d'apprécier l'humour. Voilà. Et aussi les rapports humains. Parce que la sexualité, par exemple, pour eux, n'était simplement qu'un moyen de se reproduire. Donc il n'y avait pas toute l'approche libertine que nous avons sur la Terre, et ils l'ont appris.
Ils l'ont appris à notre contact. Oui, d'ailleurs, il y a un côté un petit peu dissident pour les humains Voilà. qui sont restés sur Terre, C'est qui ça. ont été, entre guillemets, contaminés par le fait de nous contacter et se frotter à notre culture, notre manière d'être, au point que lorsqu'il retournait sur la planète, il a été question à un moment donné, est-ce qu'il est bon de continuer à fréquenter? Exactement. Il y avait comme une sorte de virus mental ou émotionnel ou psychologique voilà, mais en même temps, cette affinité, ils nous voient un peu comme des frères. Alors, il y a une chose qui m'avait perturbé, alors on a parlé de réincarnation, parce que comme il y a plusieurs niveaux ascensionnels, à partir d'un certain niveau, ils peuvent redescendre, alors du deuxième ou du troisième, voire du premier, pour pouvoir compléter une expérience de vie. C'est-à-dire que pour pouvoir gravir les 7 niveaux, il faut avoir acquis un certain nombre d'expériences. En gros, ça veut dire il faut avoir été gueux et roi à la fois, avoir l'expérience négative et l'expérience positive, avoir bien joui de la vie, avoir mal vécu, un peu comme finalement les bouddhistes. C'est un petit peu la même vision et elle a été développée par la perception de ces niveaux. Mais outre cela, la chose qui m'avait surpris, c'est qu'il pouvait y avoir des retours imprévisibles. Parce que les défunts qui franchissaient le niveau 1, enfin qui arrivaient en tout cas au niveau 1, et qui étaient donc retenus prisonniers contre leur gré, ouais. contre leur gré, étaient totalement isolés de leur environnement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contact avec d'autres défunts, et le sentiment profond qu'ils avaient, c'était l'ennui. Et quand on leur avait demandé s'ils pouvaient décrire cette forme d'ennui qu'ils avaient au niveau 1, il y a une réponse qui nous avait tous vraiment bouleversés. C'était 2 mots simples, tu verras. C'est-à-dire, c'est pas la peine que je te raconte des livres sur le sujet, puisque de toute façon, vous allez vous aussi le connaître. Vous serez confronté également à cette espèce de détention. Donc ça nous avait un petit peu troublés. Ce qui m'avait valu de dire que finalement on était tranquille nulle part. Je crois que c'était dans une 4e de couverture du 3 peut-être, du 2 ou du 3. Et que parfois certains d'entre eux avaient eu l'opportunité de s'évader. Et ces personnes détenues qui réussissent à s'évader de ce niveau 1, eh bien, ce sont les fantômes qui viennent nous hanter. C'est-à-dire les fantômes sont apparus à partir du moment où ces humides ont commencé à les détenir au niveau 1. Parce que certains ont pu s'évader. Donc c'est extrêmement troublant comme histoire de voir que finalement, les fantômes qui viennent soi-disant hanter les lieux où ils ont souffert parce qu'ils avaient des comptes à régler, en réalité, ils disent que ce sont en fait des évadés. Donc, comme ils se sont évadés, ils ne pouvaient que retourner au niveau 0. Ils n'avaient pas la capacité de passer au niveau 2 parce qu'ils avaient un certain temps à passer au niveau 1, qu'ils ne le pouvaient pas parce qu'ils étaient détenus. Donc la seule solution qu'ils avaient, c'était de se retrouver au niveau inférieur. C'était très, très perturbant. Mais quel serait l'intérêt pour les humites Alors oui, formuler la question. Ils sont donc à la recherche de voir si leur frère qui est mort dans les années 60 peut se réincarner sur Terre. Ça, c'est le premier point. Mais une question aussi fondamentale, parce qu'ils pourraient faire cette recherche sans y mêler les esprits humains qui meurent, les défunts. La question qui se pose, c'est quel est l'intérêt alors qu'ils peuvent communiquer par tweet, continuer à écrire des lettres, des mails, d'avoir à utiliser des esprits qu'ils contrôlent pour communiquer avec votre groupe à un moment donné, comme d'autres groupes peut-être encore à l'heure actuelle. Sans compter qu'il y a les crop circles, il y a 36 000 moyens de pouvoir communiquer sans pour autant... Et qu'en est-il du libre arbitre dans cette histoire, par exemple ? Alors, quand ils communiquent par lettre ou par courriel, c'est pareil, c'est quand ils sont sur Terre. Donc là, la communication, elle est directe. Mais là, les informations qui sont indiquées, elles sont pertinentes au niveau scientifique, mais elles ne nous apprennent pas grand-chose sur le monde dans lequel on vit. Parce que, quelque part, c'est une trace, c'est une preuve écrite, c'est laisser une trace. Et ils ne veulent absolument pas qu'il y ait de chocs frontaux. Parce que finalement, ils craignent que les civilisations confrontées à une exocivilisation supérieure, eh bien, puissent disparaître ou être altérées, que finalement le
le mieux serait l'ennemi du bien. Donc, parce que communiquer comme ça par un tweet, par un mail, ça peut se répandre au sein d'une population qui n'est pas forcément préparée et prête à accepter l'information, et il peut y avoir des conséquences biologiques. Et quand les Inuits ont été découverts par je crois que c'était les Britanniques ou les Irlandais, eh bien, quelques temps plus tard, on en a parlé un petit peu en off, voilà, eh bien, leur spermatogénèse a diminué, donc ils sont devenus moins fertiles, et il y a eu énormément de problèmes de reproduction, ce qui fait que les Inuits sont une espèce, enfin, il n'y a qu'une espèce humaine, mais sont une population en train de disparaître. Voilà, parce que confrontés, et ça a été pareil avec les populations amérindiennes, et méso-amérindiennes aussi, donc ces populations ont disparu ou alors finalement se sont repliées sur elles-mêmes et ont régressé au point de ne plus pouvoir continuer à progresser. La civilisation s'est figée. Alors soit elle disparaît totalement, soit elle se fige. Alors, je pense qu'ils veulent éviter cette situation-là. Donc, pour pouvoir utiliser les méthodes ethnologiques, qui est de ne parler qu'à des personnes qui pourraient être à peu près préparées ou accepter leur présence, ils le font par ce procédé, on va dire, spirit, et qui est extrêmement bien sécurisé, parce que tout le monde peut imaginer que c'est parfaitement truqué, que le verre est déplacé par des complices, et que finalement ce qu'on délivre comme message, eh bien, c'est un petit peu farfelu, c'est le produit éventuellement d'un canular organisé par des pseudo-scientifiques. Sauf que si ces pseudo-scientifiques dont je fais partie, on commence à prendre au sérieux, évidemment, les événements qui nous sont décrits, on va communiquer avec d'autres scientifiques un peu moins marginaux. Et de proche en proche, on pourra plus facilement convaincre la population de la pertinence des renseignements que l'on reçoit. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à parler de ces problèmes-là à des amis tout aussi scientifiques. Je parle de personnages dans le roman qui existent réellement, un ami physicien, donc qui est devenu mon coéquipier. Effectivement, il a été troublé et de proche en proche, il a pu aussi de son côté à convaincre des gens qui étaient de moins en moins préparés à recevoir ce type d'informations. Donc c'est pas brutal. Il y a un gradient, vous voyez, de diffusion de l'information. Voilà. Donc ça fait un coefficient de pénétration extrêmement efficace, un coefficient extrêmement élevé. Alors que de le faire comme ça frontalement, voilà, on vous envoie des courriers à tout le monde, ça circule. Ça peut soit être complètement inopérant, soit traumatisant. Il n'y a pas de juste milieu. Là, on est obligé de fonctionner de proche en proche. Vous voyez, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en écrire un roman, parce que d'abord, je vais certainement, en tout cas, communiquer avec des personnes qui s'intéressent au sujet. Alors, il y en a qui le verront comme un simple roman, bon, on peut se distraire aussi. D'autres pourront y voir un message supplémentaire, et puis, bon, dans leur environnement, voilà, passer le message, comme ça, de proche en proche. C'est plus efficace que de vouloir convaincre tout le monde d'un seul coup. Il y avait, en première partie, je crois qu'on avait abordé le fait que donc, vous aviez été contacté, hein, vous avez été parmi ceux qui ont reçu des communications humides de lettres ou de mails. Des lettres, ouais. Et des mails, les deux, oui. Et donc votre scepticisme par rapport à cela a fait que ça s'est arrêté à un moment donné. Oui. Et c'est intéressant de constater que le Ouija vous rattrape avec encore les humides, mais par un autre biais. Ben, c'est-à-dire que les lettres, je les ai eues en même temps, quasiment. Hein. D'accord. C'est pas avant. Hein. D'accord. Voilà. Okay. J'étais très intéressé, puisque j'étudiais l'ufologie depuis déjà pas mal d'années, mais je n'avais pas reçu des lettres avant. J'ai reçu les lettres, justement, un petit peu après la première expérience que j'ai eue avec Martine Etienne, voilà, de Ouija. Ouais. Voilà. Alors, je m'intéressais beaucoup à l'affaire Humeau, et comme j'avais une connaissance correcte de celle-ci, j'y ai vu des similitudes dans les messages qui étaient communiqués. C'est pour ça que je les ai identifiés au bout de quelques mois.
Et à partir du moment où je les ai identifiés, c'est là que j'ai commencé à recevoir des lettres. Dès le moment où on parle de l'association d'Enki avec les Humites, est-ce qu'elle est basée sur justement les échanges que vous avez pu avoir et développer dans votre compréhension avec les séances de Ouija, ou c'est quelque chose que vous y avez collé pour expliquer justement le fait que l'humanité et du combat qu'elle a plus ou moins invisible avec justement tout ce qui a trait aux théories conspirationnistes, des gens qui sont en coulisses et en rapport et en lien avec l'histoire de l'humanité depuis Sumer, les Anunnaki, etc. Alors il y a un petit peu des deux, parce qu'en réalité, ils ne l'ont pas dit clairement. Mais il y avait un lien, on nous parlait beaucoup de la mythologie sumérienne, beaucoup des Anunnaki, on y revenait régulièrement, donc il y avait quand même un lien entre les deux, c'était patent. Cependant, il n'était pas explicite. Et c'est de proche en proche que j'ai construit le modèle, enfin, c'est peut-être modeste ce que je dis, hein, je peux complètement me tromper, hein, mais c'était pour moi le modèle le plus cohérent pour pouvoir réunir à la fois les intérêts mythes et les intérêts des personnages principaux de la mythologie sumérienne. Et ça n'a pas été en vain, parce qu'il se trouve que en cours de route, en fait c'était un petit peu avant, mais ce personnage m'a poursuivi. C'est qu'avant ces séances de Ouija, j'ai eu un contact avec une personne qui se prétendait d'origine extraterrestre et qui était contemporaine des événements dont je parle. Alors, je crois que je ne sais plus comment je l'appelle, enfin j'ai son vrai nom en tête, donc je ne vais pas le dire, bien que cette personne soit aujourd'hui décédée dans des conditions extrêmement mystérieuses. Mais cette personne qui revient de manière récurrente dans le roman est entrée en contact avec moi par téléphone, puis je l'ai rencontré. Il a essayé de me passer des messages qui ne m'ont pas du tout convaincu. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai obtenu ces messages par Ouija. Et c'est ce que j'explique dans le premier tome. Donc ce personnage récurrent, en réalité, il est à l'origine de tout. Alors je pense pas que ce soit celui qui a reçu là aussi régulièrement des lettres de la part des Humites. Hein, non, c'est pas lui, non. Je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est bon, si on parle de la même personne, c'est oui, une chose. Oui. C'est une personne qui habitait dans la région parisienne. J'en parle énormément dans l'ouvrage. Auguste Souriau. Voilà, c'est Souriau. Je me demandais, j'allais dire son vrai prénom, parce que j'ai respecté les initiales. C'est pour ça que je ne voulais pas me tromper. C'est Auguste Souriau, absolument. Non, ce personnage a réellement existé, mais avec une autre identité. D'accord. Et c'est lui qui m'a dit que je serais bientôt, comme je n'étais pas très porté sur le côté spirit, il m'a dit qu'une méthode serait trouvée pour pouvoir entrer en contact. Donc lui, il était très impliqué dans l'affaire Humeau. Il parlait de la TCI, c'est ça, la transcommunication instrumentale ? Il ne m'en a pas parlé directement. Ça m'a été proposé lors des expériences de Ouija. Lui, il ne m'a pas vraiment parlé de TCI. C'est venu naturellement pendant les expériences. Parce que j'avais besoin de support matériel, physique. Une séance de Ouija, je pouvais toujours à un moment donné imaginer un traitement mécanique conventionnel truqué. Tu vois, avec un illusionniste extrêmement performant, me donnait l'impression que le verre se déplaçait par lui-même et qu'en réalité, j'avais toujours quand même en tête une imposture, pour tout vous dire. Donc, il me fallait quelque chose de plus matériel. La TCI, la transcommunication instrumentale, là, j'avais un vrai support. Là, vous enregistrez quelque chose qui n'existe pas dans l'environnement. C'est-à-dire que vous enregistrez des fréquences qui sont inaudibles et quand vous repassez la bande, eh bien, les fréquences que vous avez enregistrées passent dans le spectre audible. Et là, vous entendez des voix, les gens vous parlent.
Donc là, il y a quelque chose de concret. Donc on se dit, là, il n'y a pas de trucage au niveau du verre, même si le trucage du verre était difficile à concevoir. Là, c'est pas qu'il est difficile à concevoir, c'est impossible. On n'a pas la technologie pour pouvoir le faire. Donc j'ai été confronté donc, assez vite à la TCI, mais plus peut-être pour me convaincre de l'existence du phénomène que de vouloir pratiquer une autre séance spirit, puisque le verre était plus sécurisé. La TCI, ça pouvait laisser des traces. Donc ils n'aimaient pas trop. Voilà. Avec nous, donc, Voilà. Thomas Allen, La conspiration des anges, les contrôleurs, volume 1, tome 1, c'est aux éditions Percé. Ce qui peut paraître étonnant, Thomas Allen, enfin quand je dis étonnant, c'est on peut se demander comment on peut garder sa santé mentale quand on fait un travail comme le vôtre en tant qu'universitaire. Vous connaissez très bien Jean-Pierre Petit, vous avez connu Jimmy Guilleux et tout le monde ufologique. Vous vous baignez là-dedans d'une manière générale, aussi bien avec les communications avec le Ouija, que ce soit avec les humites. On pourrait se demander dans cette histoire, bah tiens, il manquerait plus que Billy Meyers, ce Suisse, pour compléter un petit peu la panoplie. Et encore, on n'a pas parlé des petits gris, mais je vous rassure, ça va venir. Ah ouais. Donc, comment on fait pour garder, je veux dire, sa raison gardée? Eh bien, je crois peut-être l'avoir dit en off, mais c'est bon de le redire en tout cas. C'est que j'ai quand même peut-être une toute petite veilleuse, une forme de conscience Jiminy Cricket, on pourrait dire, qui me dit que peut-être tout ça, c'est peut-être faux, il y a peut-être une possibilité de manipulation, donc au fond de moi, j'y crois peut-être pas complètement. Il y a une partie infime, de plus en plus petite, hein, je dois l'avouer au fil des années, qui me dit que bon, finalement, j'ai été quand même un petit peu roulé dans la farine, c'était très bien construit, mais que peut-être toute cette histoire est un immense canular extrêmement bien construit. J'en connais pas la raison, pourquoi dépenser autant d'énergie et de temps pour abuser de notre crédibilité. Mais après tout, pourquoi pas, hein, peut-être que quelque part, ça amuse certains cercles de plaisantins qui ont, avec une technologie que j'ai encore du mal à bien saisir, pouvoir donc s'amuser de notre crédulité. Donc j'ai toujours de la réserve, une énorme distance, et c'est ce que me disait Jean-Pierre Petit, parce qu'eux ont été très perturbés. Ce qui te sauve, il m'avait dit, c'est que toi tu n'y crois pas trop vraiment. Il y a une partie de toi qui n'y croit pas complètement. Donc ça me permet d'avoir de la distance. Je suis à la fois spectateur et acteur. Mais un acteur extrêmement prudent. Vous voyez, qui sait qu'il a un jeu de rôle, hein, mais il est quand même dans une fiction. Hein. Un acteur ne prend pas son rôle au sérieux au point de se dire une fois que je ne suis plus en tournage, je vais continuer à vivre de la même façon comme Bela Lugosi vivait dans la réalité dans un cercueil. Il s'est pris vraiment pour un vampire à force de jouer Dracula. Vous voyez, ou Johnny Weissmuller s'est pris pour Tarzan à force de l'incarner au cinéma. Voilà. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Donc, moi là j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je me dis, même si je suis plongé dans la réalité, c'est comme si finalement c'est un jeu de rôle et bon, après il y a la vraie vie, donc je fais la séparation, voilà, ouais. Et ça me permet de conserver mon hygiène mentale. Enfin oui, et puis en même temps votre vraie vie, quand on lit quand on lit le roman, on se dit si c'est ça pour lui la vraie vie, alors, alors moi qu'est-ce que j'ai comme vie? Donc voilà, encore une fois, Thomas Allen, Thomas Allen, A2LEN, puisque je le prononce avec l'accent anglo-saxon, puisque à l'origine... Alors c'est comme Woody Allen, c'est exactement la même prononciation. Oui, Thomas, c'est pour ça que je dis Thomas, non pas Thomas. Aux éditions Percé, La conspiration des anges, volume 1, Les contrôleurs, tome 1. Encore une fois, donc nous allons revenir dans la troisième partie de cette émission. Nous allons faire à nouveau pour nous une pause, et puis pour vous... vive le temps qui n'existe pas sur Internet. On enchaîne direct avec la troisième partie. À tout de suite.